Les Arabes ont-ils volé la Palestine? Je vais donner des exemples concrets dans un instant, mais en voici déjà un tout de suite. Jusqu'en 1929, Gaza comptait une communauté juive. En 1929, une foule arabe à Gaza a complètement détruit cette communauté. La même chose s'est produite à Jérusalem, à Hébron, à Safed et dans plusieurs autres endroits. Mais commençons par le début. Ken, de la chaîne Elephant in the Room, a publié une vidéo intitulée « Les Juifs ont-ils volé la Palestine ?» C'est une excellente chaîne qui aborde des questions politiquement sensibles et propose généralement des points de vue intéressants. Mais la vidéo qu'il a publiée la semaine dernière comportait d'importantes inexactitudes. Le titre était « Les Juifs ont-ils volé la Palestine ?» Cette question aurait pu être traitée dans une vidéo de 2 secondes. La réponse est non. Si vous pouvez donner ne serait-ce qu'un seul exemple, un seul endroit où les Juifs ont volé des terres aux Arabes, alors la réponse est simple. Mais oh bien sûr, le titre n'était qu'une excuse pour faire une vidéo sur le conflit. Et c'est très bien. Je cherche aussi le titre le plus accrocheur. Dans les premières minutes, il fait un bon résumé historique, il passe en revue les différentes périodes. Puis après 5 minutes, il répond à la question du titre et commence une série d'erreurs. Ils l'ont fait légalement, selon la loi ottomane puis britannique. Ils achetaient souvent la terre à des Arabes absents ou des propriétaires ottomans, en payant cher. Ils appelaient cela l'aliya, un centime. Cela désignait des vagues d'immigrants bâtissant de nouvelles villes, dont Tel Aviv. Pour les Arabes déjà présents, voir de nouveaux arrivants acheter des terres, les clôturer et fonder des colonies autonomes était inquiétant. Il admet que les Juifs ont acheté la terre conformément à la loi ottomane puis la loi britannique. Mais ensuite, il dit une phrase incroyable, le fait que ce soit légal n'avait rien à voir avec le problème. Donc vous dites qu'ils n'ont pas volé, mais que cela n'a pas d'importance. Nous pouvons quand même accuser les Juifs de vol. Tout au long de la vidéo, Ken ne cesse de romantiser les Arabes et de diaboliser les Juifs. Il le fait avec de petits comme de grands mots. Dans 1 minute, nous atteindrons le plus grand. Il décrit les Juifs achetant des terres et les clôturant. Il décrit les Arabes, des agriculteurs locaux qui travaillèrent la terre depuis des siècles. Il qualifie les acheteurs juifs d'investisseurs étrangers utilisant des règles étrangères. Vous avez mentionné que les Juifs ont acquis des terres légalement sous la loi ottomane puis britannique. Et à ma connaissance, vous ne pouvez pas acheter de terres dans le Wisconsin selon les règles de la France. Les Arabes dans la vidéo sont toujours présentés comme des autochtones, des paysans enracinés, des gens authentiques. Mais il ignore complètement 2 choses, en fait 3 grandes choses. Premièrement, si les Arabes ont vécu ici pendant des centaines d'années, comment se fait-il qu'ils n'aient fondé qu'une seule ville dans tout le pays d'Israël? Ramle, intéressant, non? Deuxièmement, il existe tout un univers littéraire de journaux de voyageurs en Terre Sainte, des milliers de récits de pèlerins, décrivant la terre comme désolée, vide avec quelques bédouins errants et avec des juifs régulièrement humiliés par les musulmans dans les villes. Honnêtement, je ne me souviens pas d'une seule description de relations chaleureuses ou de respect mutuel entre juifs et musulmans dans ces centaines de livres. Et troisièmement, le point le plus crucial, Ken ne mentionne jamais la massive immigration arabe en terre d'Israël. Juste un petit exemple. À Gaza, la moitié de la population porte des noms de familles égyptiens. Ismaili, El-Tartir, Bardawil, El-Masri, Masrawa, El-Fayoumi. Des dizaines de milliers d'Arabes sont venus d'Égypte au XIXe et au début du XXe siècle pour échapper au travail forcé. Ils sont venus construire le canal de Suez pour éviter la conscription ou trouver du travail chez les Britanniques et les Juifs. Bien sûr, il y avait des agriculteurs félahins qui cultivaient dans la même parcelle depuis des générations. Mais ignorer complètement l'immigration musulmane massive et ne mettre en avant que l'immigration juive, c'est tout simplement trahir la vérité. Vient ensuite la grande déformation. Attention, c'est délicat si vous ignorez l'histoire. Les tensions ont éclaté plusieurs fois. En 1920 et 1929, des rumeurs sur une prise des lieux saints musulmans par les Juifs ont provoqué des émeutes meurtrières. Vers 1935, ces affrontements devinrent une révolte arabe clandestine. Des groupes sionistes ont commencé à attaquer des cibles britanniques. En 1947, épuisés et ruinés, la Grande-Bretagne en avait assez. Ils ont laissé le problème à l'Organisation des Nations Unies et sont partis, provoquant la colère dans les villes arabes.
Le jour suivant l'adoption de la résolution, une guerre civile a opposé Arabes et Juifs en Palestine. La seule fois où Ken utilise le mot attaquer, c'est lorsqu'il parle des groupes sionistes attaquant les Britanniques. Lors des attaques arabes contre les Juifs en 1920, 1921 et 1929, il parle de tensions, d'émeutes et d'affrontements. En 1948, il évoque une guerre civile. Non, non, non. Les Arabes ont attaqué des Juifs en 1920, 1921, 1929 et entre 1936 et 1939. Lors de ces attaques, les Arabes ont volé des biens et terres juifs. À Hébron, l'attaque arabe a anéanti la communauté juive. Les émeutes arabes ont anéanti une partie de la communauté juive dans la vieille ville de Jérusalem en 1936. Voici d'autres communautés juives que les Arabes ont détruites ou volées. Neyouda sur le plateau du Golan, Safed, Kfar HaShilok, un village juif yéménite, Kfar Ouria, Migdal, Edir et bien d'autres encore. Cela répond directement au titre de la vidéo. Et en 1948, ce sont les Arabes qui ont commencé la guerre en attaquant des civils juifs. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas commencé parce qu'ils n'amenaient pas le partage. Ils l'ont commencé parce que les Arabes refusaient d'accepter la souveraineté juive sur n'importe quelle partie de la terre d'Israël. Et voici le point que Ken ignore complètement, peut-être le point le plus crucial. Pour les Arabes, ce n'était pas et ce n'est pas une question nationale, c'était une question religieuse. Le nom des organisations musulmanes dit tout. Hezbollah, Hamas, Djihad islamique, la République islamique d'Iran, toutes religieuses, toutes islamiques, pas nationales. Dans la pensée islamique, les juifs sont considérés comme une classe inférieure. Ils doivent payer la jizya, un impôt pour les inférieurs. L'idée que des juifs considérés comme inférieurs veuillent borner la souveraineté est quelque chose que la majeure partie du monde islamique n'a jamais accepté. Ken ignore complètement la dimension religieuse. Et je dois dire que cela montre une incompréhension totale du conflit. Ensuite, lorsqu'il parle du plan de partage de l'Organisation des Nations Unies, il passe sous silence plusieurs détails très importants. L'État juif aurait reçu 55% des terres, bien que les Juifs n'aient constitué qu'un tiers de la population et détenu moins de 10% des terres. Le reste irait à un État arabe. Mais certains estiment que cette statistique est trompeuse, car la majeure partie de la zone juive était le désert du Negev. C'était vide, aride et presque inhabitable. L'État arabe aurait obtenu la plupart des terres fertiles et des villes, une décision prise en partie pour éviter de déplacer de grandes populations arabes. Les Juifs voyaient ce plan comme une bouée de sauvetage, une base légale et morale pour le pays dont ils rêvaient depuis longtemps. Les Arabes y voyaient une trahison, c'était leur terre et ils y étaient majoritaires. Désormais, la moitié de cette terre revenait à ceux qu'ils voyaient comme de nouveaux venus soutenus par une puissance coloniale. Le vote de l'Organisation des Nations Unies a déclenché des célébrations dans les villes juives, avec des danses et des chants. Il dit que les Juifs voient le plan comme une bouée de sauvetage. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de Juifs étaient beaux déçus parce que le plan contredisait la décision de la Société des Nations et plaçait Jérusalem, la ville juive la plus sainte, sous contrôle international. Les Juifs ont toujours cherché à faire des compromis et à avancer, alors ils ont accepté. Refusant toute souveraineté juive, les Arabes en ont déclenché une guerre. Les affirmations que la partition était injuste sont des excuses inventées ensuite. Les dirigeants arabes, en 1948, ont dit une chose clairement. Nous allons éliminer les Juifs, tous, en Israël et dans les pays arabes. Les trois principaux dirigeants arabes du pays, Ajman al-Husseini, Hassan Salameh et Fawzi Kawakji, ont passé la Seconde Guerre mondiale en Allemagne nazie, menant de la propagande anti-juive et formant des unités SS musulmanes. Ne me croyez pas, prouvez-moi le contraire. Trouvez un dirigeant arabe ayant soutenu l'indépendance juive. Mais, bien plus important encore, il y avait déjà un autre État arabe nouvellement formé, un que Ken ignore complètement. La Jordanie. Les Britanniques avaient un an promis la terre à la fois aux Juifs et aux Arabes. Ils ont tenu leurs promesses envers les Arabes. Ils ont fondé le royaume de Jordanie. Non seulement ils l'ont créé, mais les Britanniques ont entraîné son armée, l'ont financée et l'ont armée. Le chef de l'armée jordanienne était britannique. Si un officier britannique avait dirigé l'armée israélienne en 1948, son nom serait omniprésent. Et cela serait brandi comme une preuve qu'Israël était colonialiste. Mais quand la Grande-Bretagne a donné 75% du mandat aux Arabes et a construit leur armée, silence,
La Jordanie, grâce à l'entraînement et aux armes britanniques, est devenue la plus forte armée arabe. En 1948, elle a commis le plus grand massacre de juifs au monde, le massacre de Kfar Etzion. 130 juifs assassinés, beaucoup après s'être rendus. La Jordanie est l'exemple le plus clair de la coopération colonialiste avec les Arabes. Mais personne n'en parle, car cela ne correspond pas au récit dominant. Pour être juste, Ken en a effectivement parlé. La plupart des vidéos sur le conflit ignorent la Nakba juive, les 80 000 juifs expulsés des pays arabes. Mais il a immédiatement fait une comparaison erronée. De 1948 au début des années 1950, les Juifs ont vécu leur Nakba. Environ 80 000 Juifs ont été forcés de quitter les pays arabes, beaucoup venant de pays comme l'Irak, le Yémen et l'Égypte, où leurs familles vivaient depuis des siècles. La majorité a émigré en Israël, doublant sa population en 3 ans. 2 groupes ont presque simultanément perdu leur foyer. Un camp a fondé une nation, l'autre est devenu apatride, dispersé dans des camps à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie. Voici la véritable différence. Les Arabes ont perdu leur maison parce qu'ils ont déclenché une guerre, tenté d'éliminer la communauté juive et ont perdu. Les Juifs du Yémen, du Maroc, de Syrie, du Liban, d'Irak et d'Iran ont aussi perdu leur maison. En dépit de la violence, des pogroms et persécutions arabes, les Juifs n'ont jamais attaqué leurs voisins arabes au Maroc, au Yémen ou en Irak. Ken dit quelque chose d'intéressant. Un côté a construit une nation, l'autre est resté sans État. Je pense que ce serait un sujet intéressant pour une vidéo. Pourquoi les Juifs ont-ils réussi ? Bien que ce soit un tout petit pays, avec un petit marché, sans désert pétrolier et entouré d'ennemis, les Juifs ont réussi à construire un pays prospère, alors que les Arabes ont échoué malgré le pétrole et un vaste marché. Non seulement les Palestiniens sont le groupe de personnes le plus privilégié au monde, mais ils reçoivent aussi plus d'argent que n'importe quel autre groupe. Et ils sont les seuls à avoir leur propre agence de l'Organisation des Nations Unies. C'est fou, non ? Mon avis ? Parce que la société juive est non violente, elle encourage l'ouverture, le débat et l'innovation. La société arabe est basée sur les classes, bien plus violentes. Chaque État arabe est une dictature. Et ils utilisent l'argent qu'ils reçoivent, non pas pour construire leur propre nation, mais pour essayer de nous détruire. C'est simplement comme ça. Ensuite, Ken aborde la question de l'identité. Y a-t-il déjà eu un peuple palestinien ? Il cite correctement que de nombreuses institutions palestiniennes, sous le mandat, étaient juives. Voyez le drapeau de la Palestine dans un atlas mondial de 1939. Sous l'Empire ottoman, la région n'était pas une province officielle nommée Palestine. La plupart des gens se considéraient comme des sujets ottomans, mais donnaient leur véritable loyauté à leur famille, à leur clan et à leur ville natale, plutôt qu'à une nation. Sous la domination britannique, palestinien avait un sens géographique différent d'aujourd'hui. Sous le mandat britannique, toute personne pouvait être appelée palestinien. Certaines institutions palestiniennes célèbres étaient en réalité juives, comme le journal Palestine Post, devenu Jérusalem Post, et l'orchestre symphonique palestinien. Il s'arrête juste avant la conclusion évidente. Il n'y avait pas d'identité palestinienne il y a encore 60 ans, l'orchestre palestinien, la banque palestinienne, le journal palestinien. Tout juif. Mais les Juifs avaient déjà leur propre identité, alors quand les Britanniques sont partis, nous n'avions pas besoin de leur nom colonial. Les Arabes ici n'avaient pas d'identité nationale, alors ils ont pris le nom colonial britannique, Palestine. Les peuples jordaniens et palestiniens sont tous deux le produit de l'impérialisme britannique. Pour compenser le fait que les institutions palestiniennes étaient juives, ajoute-t-il. Le romantisme autour de l'unité arabe. Journaux, comités politiques et dirigeants locaux ont commencé à se définir comme une communauté palestinienne distincte dans le monde arabe. Même s'il restait arabe, tout comme on peut être à la fois français et européen, puis cette révolte arabe contre la domination britannique et l'immigration juive a contribué à renforcer leur identité. Les paysans des villages ont combattu aux côtés des militants urbains, et cette lutte commune a donné naissance à un sentiment plus unifié d'un peuple palestinien. Désolé, mais c'est presque risible. Quiconque connaît la société arabe sait que c'est une fantaisie. Un arabe urbain de Haïfa, chrétien ou musulman, ne laisserait jamais sa fille épouser un pêcheur musulman de Jessé Razarka. La société arabe est extrêmement basée sur les classes, bien plus raciste que la société occidentale.
À Gaza, un quartier d'Arabes noirs venus du Soudan existe. Leurs quartiers et eux-mêmes sont appelés Ab, ce qui signifie esclave. Imaginez traiter une personne noire d'esclave en Amérique. Mais plus important encore, pendant la révolte arabe, Ken mentionnait au début, les Arabes ont tué 230 Britanniques et des milliers d'autres Arabes. En 1948, à Haïfa, l'élite arabe a fui à Damas et Beyrouth. Ils se sont toujours considérés comme faisant partie de la Grande Syrie, pas de la Palestine. Et une fois que l'élite était partie, les villageois arabes et les bandes se sont simplement entretués. Si cela vous semble incroyable, vérifiez mes propos puis observez le Moyen-Orient aujourd'hui. 1 million d'Arabes tués par d'autres Arabes en Syrie et au Yémen. 1 million. Entendez-vous des Arabes à Paris, Londres ou au Michigan protester ? Ils s'en fichent complètement. Si vous ne pouvez pas accuser les Juifs, ça n'intéresse personne. Plus tard dans la vidéo, il y a encore d'autres erreurs. Certaines peuvent être accidentelles, mais l'une d'elles est carrément un mensonge. Il évoque la guerre des 6 jours, l'occupation, les colonies et l'organisation de libération de la Palestine. Cela semble logique. Israël a occupé des territoires, construit des colonies, puis les Palestiniens ont formé l'Organisation de libération de la Palestine en réponse. Mais quand l'Organisation de libération de la Palestine a-t-elle été fondée ? 1964, 3 ans avant la guerre des 6 jours, avant l'occupation, avant les colonies. Son but était le même que celui des dirigeants arabes en 1948, éliminer Israël. Khan termine la vidéo par un résumé qui n'est pas seulement faux, il est presque dénué de sens. Et je suis désolé d'être aussi dur. Trop de gens veulent des histoires avec des victimes et des méchants simples. Je ne peux généralement pas vous offrir cela, et sûrement pas ici. Le monde est trop nuancé. Vous commencez la vidéo avec une accusation sérieuse, les Juifs ont-ils volé la Palestine ? Et vous terminez avec une conclusion qui ne dit rien. Vous accusez les Juifs sans donner de réponse claire. Voici donc la réponse. Clairement, non. Les Juifs n'ont rien volé. Il n'existe aucun cas où les Juifs auraient volé des terres arabes. Les Arabes n'ont perdu du territoire qu'après avoir perdu une guerre qu'ils avaient déclenchée. Comme cela se produit dans chaque guerre. Demandez aux Allemands qui ont perdu des terres après avoir commencé une guerre contre la Pologne et la Russie. Si votre chaîne s'appelle « Les éléphants dans la pièce » et que vous apportez des questions explosives au centre de la discussion, vous êtes censé donner une réponse réelle et honnête. Ken, j'aime ta chaîne, mais tu m'as vraiment déçu. Il n'est pas trop tard pour arranger ça. Il y a tellement de désinformation en ligne, donc je peux vraiment comprendre d'où viennent les erreurs. Comme d'habitude, je mets le lien de la vidéo complète ci-dessous pour que vous puissiez juger vous-même. Si vous connaissez Ken, merci de lui envoyer cette vidéo. Pour en savoir plus sur Israël, obtenez mon cours accéléré sur Jérusalem. Je mets le lien ci-dessous. C'est aussi un bon moyen de soutenir la chaîne. Merci de vous abonner. La prochaine ou la suivante vidéo sera spéciale et un peu différente. On se retrouve dans la prochaine, Yalla bye.